Bonsoir. Alors d'une part, excusez ma voix, comme dirait Bossuet, voilà, j'offre au petit troupeau les restes d'une voix qui tombe et d'une ardeur qui s'éteint, et merci au micro. Ça va être une espèce de perspective cavalière sur ce qui va et ce qui ne va pas, en insistant évidemment sur ce qui ne va pas, sinon ce ne serait pas amusant. Et surtout, c'est beaucoup plus facile de parler de ce qui ne va pas que de ce qui va. Et articuler, bien sûr, sur l'objet de la conférence telle que nous l'avions imaginée avec Hilaire il y a quelque temps, donc crise fiscale, crise sociale, crise politique, mais l'actualité aidant, la lecture des journaux me dissipant, donc je suis parti sur quelque chose qui suit cette trame-là, mais qui parfois s'en échappe un peu, et qui est plus un panorama qu'une véritable analyse de la crise institutionnelle. Évidemment, la lecture assidue de Politique Magazine, y compris de février, vous permettra de raccrocher sur cette analyse institutionnelle qui va nous occuper au moins jusqu'aux européennes, enfin qui nous occupe depuis 20 ans et qui va continuer à nous occuper. Ici, j'aborderai plutôt un désespérant petit état des lieux, ensuite ce qu'on peut appeler des signaux faibles, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il est intéressant de noter dans des champs qui ne sont pas du tout ceux de la politique, mais qui sont ceux de la vie quotidienne. Et enfin, regarder ce qui est à la racine en fait, de cette crise institutionnelle, c'est-à-dire le soupçon et la confiance et la manière dont la crise institutionnelle est certainement inscrite dans la manière dont les institutions ont été pensées. 1789, les différentes républiques, la constitution de la 5e, portent en eux-mêmes plusieurs péchés, le premier péché duquel, le premier péché en question étant certainement le péché originel de la conception contractualiste de la nation, c'est-à-dire j'appartiens au peuple à condition que je souscrive à ce que doit être le peuple selon ceux qui sont en train de diriger le peuple. C'est vraiment la première constitution française, et déjà dans cette définition d'un peuple qui n'est pas celui qui existe, qui n'est pas celui qui est là, qui n'a aucune qualité historique, mais qui est uniquement celui qui adhère. Avec de pareils présupposés, il est normal que les institutions soient très régulièrement en crise. En moyenne, un régime en France dure 25 ans, si on fait la moyenne de tous les régimes depuis 1789, et donc la 5e République jouit d'une faveur absolument incroyable, mais au prix d'un état absolument lamentable de la nation. Donc ce désespérant petit état des lieux va commencer par quelques notions qui sont intéressantes, qui sont par exemple la manière dont le niveau de vie augmente ou n'augmente pas. Sur le tableau qui est derrière vous, vous avez deux colonnes. Il y a une première colonne qui sont les points de comparaison avec les différents postes de consommation. La deuxième colonne, la colonne centrale, ce sont les statistiques de l'INSEE, et la troisième colonne, c'est la manière dont Que Choisir fait ses propres statistiques. L'INSEE a un panel de 200 000 produits qu'elle suit, et Que Choisir a un panel beaucoup plus réduit de 30 000 produits. Vous voyez qu'il y a des écarts. Les écarts ne sont pas uniquement dus au fait que le panel de l'INSEE est plus conséquent, ils sont dus surtout à un mode de calcul précis de l'INSEE. Alors, pour ceux qui ne voient pas, donc par exemple, pour le logement et l'énergie, selon l'INSEE, en 5 ans, il a augmenté de 4,8%, selon Que Choisir, il a augmenté de 5,1%. La santé, selon l'INSEE, a diminué de 3%, selon Que Choisir, elle a augmenté de quasiment 1%. Et au bout du compte, on se retrouve avec à peu près 2% d'écart entre la manière dont l'INSEE et Que Choisir nous parlent du pouvoir d'achat et du niveau de vie. Pourquoi ? Parce que l'INSEE introduit une variable qui est la qualité. C'est un peu le rêve de tous les marketeurs, le rêve de tous les industriels. L'INSEE a trouvé la martingale. L'INSEE est capable de dire précisément et scientifiquement quelle est la qualité des objets que nous achetons. Ou plutôt, l'INSEE a un mode de calcul qui considère que si jamais la machine à laver augmente en prix, mais qu'elle augmente aussi en maniabilité, en service ajouté, si auparavant ma machine à laver ne me permettait pas d'ouvrir la porte en cours de lavage pendant que j'avais lancé un programme pour y rajouter la chaussette que j'avais oubliée, et que la dernière machine à laver permet de le faire, je n'invente rien, ça existe. J'espère qu'au moins quelques dames ont vu la publicité comme moi. J'ai été extrêmement satisfait de voir que je pouvais jeter une chaussette de plus dans la machine à laver sans interrompre le cycle de lavage. Et l'INSEE considère que quand bien même le prix facial augmenterait, en fait, la valeur est stable, puisque à prix quasiment égal, on a plus de choses.
Donc c'est une façon totalement tordue, si je peux me permettre, par rapport aux statisticiens de l'INSEE qui seraient dans la salle, de calculer la chose, puisque j'achète tous les jours du pain, et j'achète du pain pour manger cette baguette. J'achète une machine à laver une fois tous les 5 ou 10 ans en espérant qu'elle ne tombera pas en panne, et je ne passe pas ma vie à acheter la dernière machine à laver. Donc la perception de l'INSEE avec cette prétendue qualité qui serait mesurée par les gens de l'INSEE et qui permettrait de considérer que le pouvoir d'achat a plus considérablement augmenté qu'il n'a réellement augmenté en voyant quelle est la composition réelle du panier acheté par les Français, est quelque chose d'intéressant parce que ça nous renvoie tout de suite sur l'enquête du Cevipof. L'enquête du Cevipof est un baromètre de la confiance des Français et qui mesure depuis 10 ans tout ce que les Français pensent en matière de politique, de justice et de différents thèmes sociaux. Ils ont ajouté cette année un item, qui est cet item-là précisément. Personnellement, avez-vous très confiance, plutôt pas confiance du tout, dans les statistiques officielles de la France? Et bizarrement, les Français ont en moyenne pas confiance. En tout cas, le trait central vous donne les 50%. Il n'y a pas un item sur lequel les Français font confiance véritablement à plus de 50% en statistiques officielles. Les chiffres sur le changement climatique, ils font confiance à 46%, vraisemblablement parce qu'ils n'y comprennent rien. Les chiffres de l'immigration, ils n'y font confiance qu'à un tiers. Il y a dans l'article de Michel Tribala, dans le numéro de février de Politique Magazine, vous me permettrez de caser ma pub au fur et à mesure, Michel Tribala, statisticienne, est en train justement d'expliquer pourquoi les statistiques de l'Institut chargé de ce type de statistiques sont fausses, de l'INED. Voilà. Les chiffres de la délinquance, les Français n'y croient qu'à 34%. Autrement dit, il y a un soupçon absolument général qui pèse sur la parole publique. Ce soupçon, c'est l'objet du 3e chapitre, mais je l'introduis dès le début parce que si ce petit état des lieux est désespérant, c'est que précisément la manière dont les politiques nous parlent de l'actualité, nous parlent de notre vie quotidienne, est en complet décalage avec ce que nous percevons. Et bien sûr, il ne pourrait n'y avoir qu'un sentiment. Vous savez que les politiques disent qu'il y a un sentiment d'insécurité. Les gens se font matraquer, voler, tuer, violer, mais ce n'est qu'un sentiment d'insécurité, parce que bien sûr, en fait, la sécurité, c'est autre chose, et donc on a un sentiment de désert culturel, on a un sentiment de désert médical, on a un sentiment d'immigration massive, et tout ça ne sont que des sentiments, autrement dit des choses irraisonnables, mais d'un point de vue rationnel, au contraire, le défenseur des droits nous explique qu'il n'y a aucun problème avec l'immigration et que les statistiques sont stables depuis 20 ans, certains politiciens nous expliquent qu'il n'y a aucun problème avec la sécurité, qu'on n'a jamais été en aussi bonne sécurité dans les rues de Paris, ou même de Nemours, ou de Bourg-en-Bresse, voilà. Mais prenons un exemple. Qu'est-ce qu'on peut acheter avec le SMIC? Vous avez en bas la propagande gouvernementale sur, avec 1 heure de SMIC, on peut acheter en litres, 3 litres en 1973, 6,7 litres en 2018. On peut rouler 1 heure, on peut rouler 30 km en 1973, on peut rouler 134 km en 2018. Alors, d'une part, la motorisation explique l'augmentation de la durée de roulage, mais vous avez au-dessus un diagramme qui est paru dans la revue Contrepoint et qui ne compare pas le SMIC brut, comme le fait les statistiques gouvernementales, mais le SMIC net. Autrement dit, ce que je perçois réellement, en étant passé des 39 heures aux 35 heures, en ayant une CSG, bref, en ayant des prélèvements obligatoires. Et donc, ce qui tombe réellement dans mon escarcelle de SMICard ne me permet pas, en fait, depuis 1992, de rouler beaucoup plus. Entre 2018 et 1992, il y a une courbe à peu près étale qui fait que j'achète le même nombre de litres d'essence et que je commence en fait entre 2014 et 2018 à pouvoir en acheter moins. Donc là où le ministre actuel nous explique qu'il n'y a pas de problème de pouvoir d'achat et que d'une certaine manière les gilets jaunes ont tort de se révolter parce que leur SMIC de cariste ou d'infirmière leur permet de rouler comme ils veulent, en fait depuis quelques années le SMICard provincial est obligé de rouler à frais supérieurs et donc il peut moins rouler qu'il ne roulait avant à somme égale. Je ne sais pas si la statistique est claire ou si ma paraphrase en est... voilà. Et donc la créativité gouvernementale aussi, dans ce petit état désespérant des lieux,
c'est le fait qu'il y a 335 milliards d'euros d'impôts et de cotisations supplémentaires en 10 ans. En plus, dans le pipe, comme disent les macronistes, autrement dit à horizon plus ou moins proche, on sait que les successions risquent d'être taxées, on sait que Macron a évoqué l'idée de taxer les plus-values sur la résidence principale. Autrement dit, vous avez acheté un bien X, vous le revendez X plus 1, et bien l'État vous taxera vos X plus, le plus 1. Il y a une possibilité de suppression des niches fiscales, ce qui permettra de ruiner le marché de l'emploi à domicile. Et il y a même l'idée d'un rétablissement de l'ISF. Je l'ai mis en vert parce qu'avec l'ISF, on perçoit pas mal de choses à Politique Magazine grâce à... comment s'appelle cet organisme épatant auquel vous avez souscrit, Hilaire ? Grâce à Presse et Pluralisme. Donc si l'ISF est rétabli, Presse et Pluralisme marchera mieux. Donc là, du coup, je l'ai rangé dans la case des choses chouettes, mais voilà, c'est purement opportuniste de ma part. Si on parle des 20% des Français les plus aisés, il faut voir que la manière dont on est aisé en France, c'est à partir de 5 000 euros pour un ménage. Donc autrement dit, si monsieur gagne 3 000 et madame 2 000, si monsieur gagne 4 000 et madame gagne 2 000, ils font partie des Français les plus aisés. La classe moyenne supérieure, en fait, qui est celle qui paye déjà énormément d'impôts sur le revenu, qui n'a droit à aucune prestation sociale et qui est celle sur laquelle Darmanin et Macron pensent pouvoir faire peser un effort fiscal supplémentaire. Voici un excellent diagramme paru dans les Échos. Donc entre 2010 et 2018, vous voyez l'augmentation en fait des différents postes. Cotisation sociale, c'est la grande masse hachée en bas. Impôts proportionnels sur le revenu, c'est la trace rouge sans bœuf centrale. Les impôts progressifs sur le revenu, c'est la chose rosée. Et enfin la taxe sur le capital, qui est le rouge vif. Et les taxes indirectes. Vous voyez qu'on a largement dépassé le niveau des 50% de revenus. On commence à avoir une disparité forte avec les 20% de revenus les plus hauts, donc la classe moyenne supérieure, qui est absolument matraquée par rapport aux autres. Là aussi, donc, le taux d'imposition en fait, a continuellement augmenté au fur et à mesure, et tout le monde le dit, et vous avez pu l'observer vous-même, que la qualité du service public se dégradait. Donc la question du consentement à l'impôt se pose, puisque bien sûr nous sommes tous prêts à participer au bien commun, mais à condition que ce bien commun existe réellement. Dans les discussions qui ont lieu en ce moment, il y a toujours la question en fait, du nombre de services publics qu'on devrait supprimer si jamais on baissait l'impôt. Il n'y a jamais la question de la qualité effective du service public tel qu'il serait rendu. La réalité du service n'est pas posée. On passera rapidement sur l'idée que Terra Nova propose de taxer encore plus les successions, sachant qu'en France, nous sommes déjà le peuple européen le plus taxé, que les recettes les flux successoriaux représentent 10% du PIB en 2015, donc vous voyez, ça ne cesse d'augmenter, et que le projet de loi de finances tape déjà sur 14 milliards d'euros pour 2019, autrement dit une augmentation extrêmement conséquente, on double quasiment le niveau des prélèvements de 2005. Donc plus 42% en 12 ans. Donc le sentiment de matraquage fiscal est un peu loin d'être un sentiment, il est très nettement une réalité. Et donc le consentement à l'impôt n'est pas juste l'expression de riches qui n'ont pas envie de payer, il est l'expression de citoyens qui se demandent en fait à quoi sert l'État. À quoi sert l'État et à quoi sert l'Union européenne? Puisque dans ce petit état des lieux, il y a évidemment ce qui vient de se passer. L'Union européenne vient de refuser la fusion Alstom-Siemens. Les raisons de l'Union européenne sont assez simples, vous les avez lues dans les journaux. La concurrence chinoise n'existe pas encore en Europe, donc il n'y a pas de raison de se prémunir par avance contre elle. Et plus il y a de concurrence, plus le consommateur en profite. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Bruno Le Maire, qui nous vend l'Europe à longueur de journée depuis plusieurs années, qu'il ait été macronien ou qu'il ait été républicain, enfin sous-entendu au parti dit les républicains, nous explique que, au lieu de défendre l'intérêt de l'Europe, la Commission sert celui de la Chine. Ce qui est intéressant dans ce petit état des lieux, c'est que les plus fervents partisans de l'Europe sont en train de nous expliquer que l'Union européenne est en fait constituée d'abrutis qui n'ont pas compris ce qui se passe et que, bien loin de nous défendre, ils sont au contraire en train de nous fragiliser. Donc, de la part d'un Européen convaincu qui, en mai, vous expliquera qu'il faut voter Macron et qu'il faut voter pour l'Europe. Donc, cette affaire Alstom-Siemens, indépendamment de la pertinence de la décision de l'Union européenne, révèle une autre fracture qui n'est pas juste cette fracture fiscale, mais qui est aussi cette manière dont le discours est totalement en décalage avec les faits et que quand les faits ne rentrent pas dans la boîte à chaussures toute faite de l'idéologie européenne, les politiques
pro-européens eux-mêmes n'hésitent pas à nous expliquer à quel point la boîte est mal conçue et à quel point les faits devraient inciter l'Europe à faire des choses totalement différentes, au point d'ailleurs qu'ils proposent de réformer l'Europe. Paris et Berlin veulent assouplir les règles sur les concentrations. C'est-à-dire, maintenant que Paris et Berlin se sont rendus compte que leur opération ne marchait pas, évidemment, Paris et Berlin ont envie d'expliquer que l'Europe devrait changer sa manière. Donc, la manière qui, jusqu'auparavant, et leur convenait parfaitement, et toutes les décisions de la Commission européenne étaient censées être intelligentes et s'imposer au peuple français comme au peuple allemand. Je me suis permis de mettre une capture d'un post de Coralie Delhomme, qui est une souverainiste de gauche. Nous ne sommes pas les seuls, en fait. Il y a des gens à gauche aussi qui nous expliquent, avec son vocabulaire bien à elle, de jeunes femmes d'aujourd'hui, on nous les brise menus en permanence autour du thème gna gna gna, la France serait seule au monde sans l'Union européenne. Et en fait, ce qu'elle met en avant, c'est la manière dont la France a réussi à vendre 31 milliards d'euros, 12 sous-marins à l'Australie. Autrement dit, là où l'Union européenne nous explique que l'Union européenne est plus forte et que tous ensemble nous arrivons à avoir un poids commercial, l'Union européenne s'aborde Alstom Siemens. Là où la France est toute seule et développe ses propres savoir-faire, la France réussit à vendre avec Naval Group, qui est le nouveau nom de DCNS, 31 milliards d'euros de sous-marins. La France qui, par ailleurs, est en train d'essayer de torpiller la fusion européenne avec Fincantieri, les chantiers navals italiens, puisque donc, comme Macron n'aime pas Salvini, du coup, il ne veut pas que cette fusion-là se fasse. Pour Alstom Siemens, ils sont prêts à changer les règles de la Commission européenne pour que la fusion se fasse. Pour Fincantieri Naval Group, les Français se sont montrés les lecteurs les plus scrupuleux possibles de toutes les règles européennes qui permettent de ralentir l'opération. Voilà. Donc, toujours cette espèce de dualisme, toujours cette espèce de langage double, tu as la langue fourchue, comme on dit dans Lucky Luke, où on se retrouve avec des politiques qui font le contraire de ce qu'ils sont censés faire et qui adoptent des idéologies en changeant au gré de l'opportunisme politique qui consiste à pousser telle fusion parce que ça sert la fusion franco-allemande ou au contraire à supprimer telle autre fusion qui pourtant ferait émerger un champion européen, qui est la grande idée de tous les macronistes, et qui auparavant était la grande idée de tous les Hollandais, et qui était la grande idée des Sarkoziens et des Chiraciens. Et donc ce champion naval, lui, n'a pas l'heure de plaire à ceux qui pourtant passent leur vie à nous proclamer que ce champion serait intéressant. Je passe rapidement. À propos de champions, et à propos d'Europe, et à propos d'Allemagne, donc l'Allemagne et la France sont d'accord pour changer les règles de la Commission européenne, mais surtout, qu'est-ce qui vient de se passer? Alors qu'on vient de signer le traité d'Aix-la-Chapelle, dont Jean-Henri Soutou parle avec talent dans Politique Magazine, que vous trouvez sur la table là-bas, et que vous recevrez bientôt, j'espère, dans vos boîtes aux lettres, l'Allemagne bloque l'exportation du missile Météor de MBDA vers l'Arabie Saoudite. Dans le traité d'Aix-la-Chapelle, il est dit que l'Allemagne et la France travaillent ensemble à la promotion de l'industrie franco-allemande et de l'industrie militaire. Le traité vient d'être signé, l'encre est à peine sèche, la cire n'a pas encore séché dans son boîtier, que déjà l'Allemagne, en fait, bloque. Et donc la politique industrielle et militaire franco-allemande est déjà battue en brèche du seul fait de l'Allemagne, sur ordre des États-Unis, et contre les intérêts français, puisque, en l'occurrence, ça aurait permis à la France, qui est partie prenante dans MBDA, de continuer à vendre des armes à l'Arabie Saoudite. Sur la manière dont les décisions sont intelligemment prises, évidemment vous avez suivi toute cette querelle autour des autoroutes, juste un chiffre, 350 000 € de bénéfices par kilomètre pour les concessionnaires qui, en 10 ans, ont remboursé l'intégralité de ce que leur avait coûté l'acquisition des concessions et qui, maintenant, se retrouvent avec un réseau entièrement construit par les pouvoirs publics, entièrement financé par les pouvoirs publics, et avec devant eux la perspective de longues années où tous les coûts d'infrastructure, ils ne les ont pas payés, tous les coûts de fonctionnement des 10 dernières années et les coûts d'acquisition sont déjà payés par les bénéfices dégagés par l'exploitation, et ils se retrouvent avec un boulevard devant eux de rentabilité, et l'État qui, une fois de plus, a signé un contrat absolument aberrant qui les oblige à garder les concessions, à garder les concessionnaires, ou à nationaliser les autoroutes, ou évidemment à dédommager les concessionnaires, ce dont la France n'a pas les moyens. Donc,
vous me pardonnerez ce tableau un peu impressionniste, mais l'idée c'est que point par point, on se rend compte que dans ce petit état désespérant des lieux, il y a peu de raisons d'espérer parce que l'UE ne sert à rien, la France est mal gouvernée et toutes les décisions qui ont déjà été prises arrivent ici à échéance où les écailles étant tombées des yeux et les voiles étant tombés, révèlent toute leur nocivité. Même chose d'un point de vue informatique, même chose d'un point de vue spatial. La France, en fait, paye à elle seule presque les 9/10 des lancements de Kourou, mais l'Europe rechigne à financer la chose, et donc Ariane 6 ne sera sans doute pas bien lancé ou mal lancé, ce qui fait que ce programme qui aurait pu permettre d'avoir un champion européen spatial, évidemment sous domination française, va sans doute capoter face à la concurrence de SpaceX aux États-Unis, des Indiens et des Chinois. Mais pour le moment, les 28 de l'Union européenne ne font rien pour que nous nous dotions d'une véritable industrie spatiale européenne. Et alors, qu'en dit Macron ? Macron, on dit ça. Celui qui oublie la valeur de la paix et répand le mensonge se rend complice des crimes du passé. Je préfère regarder en face notre Europe et la renforcer pour protéger nos peuples. C'est ce que nous faisons avec le traité d'Aix-la-Chapelle. Macron, une fois de plus, est en train de dire ceux qui ne sont pas européens sont juste des galapias, et, pour ne pas dire des sacripants, pour ne pas dire des meurtriers, pour ne pas dire des nazis, puisque donc, il a expliqué que se rendre complice des crimes du passé, on ne voit pas bien de quel crime il parlait. Voilà, il y avait peu de chances qu'il s'agisse de Jawad en Seine-Saint-Denis, donc c'était vraisemblablement les crimes allemands du passé. Et l'Union européenne, d'ailleurs, nous redit exactement la même chose avec Tusk, qui explique qu'il faut une place spéciale en enfer pour les partisans du Brexit. Donc, le petit état désespérant des lieux, c'est de dire, ça ne marche pas, mais il ne faut surtout pas changer de système, et même il faut faire en sorte que tous les opposants soient de plus en plus cornerisés, vous me pardonnerez le mot, soient de plus en plus parqués, acculés, réduits à kia, et faire en sorte qu'ils ne puissent plus rien dire. Et il y a une vidéo absolument admirable que je ne résiste pas au plaisir de vous montrer. Salut Vlad, c'est quoi cette machine? Ça, Donald, c'est ma nouvelle machine à fabriquer les populistes. Vas-y, essaye. Tu vois, il y a deux modèles. Les Européens vont adorer. Non aux extrémistes! Non aux extrémistes! On est sauvés. Et donc, voilà, c'est la manière dont l'Europe essaie de nous vendre sa soupe à partir de Vladimir Poutine et Donald Trump, qui sont censés faire en sorte de nous... comment dire Vas-y, essaye. Ah tiens, ça ne marche pas. Hop, voilà. À partir de... Et donc les lapins crétins, qui sont les eurolapins, sont eux totalement désireux d'adhérer à l'Union européenne. Alors, cette vidéo n'est en fait vue que par les gens d'extrême droite, on s'en rend compte dans les statistiques, c'est-à-dire ceux qui l'ont fait cliquent dessus, et sinon il n'y a que Politique Magazine, Boulevard Voltaire, et donc les gens que l'Europe intéresse vraiment, qui regardent cette vidéo, qui n'a aucun succès sur les réseaux sociaux. Donc vous me pardonnerez de vous l'avoir montré, mais quand on en est rendu là, je trouve que la désespérance de l'état des lieux est absolument parfaite, puisque donc, on se retrouve avec Bruno Le Maire qui nous donne des arguments contre l'Europe, et l'Europe qui n'est capable que de produire ce genre de vidéos pour convaincre, en théorie, les jeunes générations, vraiment très jeunes, de voter dans 2 ou 3 mois aux européennes. Les signaux faibles, c'est la manière dont il y a des petites choses qui bougent et dont on se dit voilà, qu'elles révèlent sans doute quelque chose. C'est à la fois de l'actualité et des choses un peu moins fraîches, comme par exemple l'affaire de la Ligue du LOL. Donc je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais en gros, entre 2009 et 2013, plusieurs journalistes de Huffington Post, de Slate, de Libération, des Inrock, voilà, donc entre eux, et parce qu'ils étaient malins, beaux, intelligents, blancs et mâles, vilipendaient tous ceux qui n'avaient ni la chance d'être blancs, ni la chance d'être mâles, ni la chance d'être beaux, et ce qui fait qu'ils se sont comportés en gros comme la fachosphère est réputée se comporter. Donc ils ont harcelé des gens de la pire des manières qui soit. Et là c'est en train d'exploser, et donc on se retrouve
avec des vertus outragées, et les types sont en train de se faire démissionner en masse, mettre à pied à titre conservatoire. Certains prennent les devants et disent que, tout en se flagellant les flancs, qu'ils se mettent en retrait. Autrement dit, on les met à la porte, mais ils n'ont pas publié un communiqué comme quoi c'est eux qui sont à l'origine de la chose. Et c'est toute la gauche qui commence à se dévorer elle-même, et voilà, on se retrouve à l'heure des procès de Moscou, ou avec, du côté de Mao, avec les gens, vous savez, qui avaient d'immenses chapeaux sur lesquels il y avait inscrit tous leurs crimes en idéogrammes, et peu à peu, on voit qu'il y a un rétrécissement du champ politique, il y a un rétrécissement du champ de la libre expression. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'habitude en fait d'avoir peu d'expression. Maintenant, la morale qui devient en fait le maître mot du champ politique, du champ CHMP, est en train de s'attaquer à ses propres fils. Tous ceux qui sont en train de tomber avec la Ligue du LOL faisaient partie de ceux qui adressaient des philippiques fréquentes à l'ensemble des Français, comme quoi ils étaient racistes, sexistes, homophobes, misogynes et de droite, ce qui était à peu près l'ensemble des péchés possibles, et ils se retrouvent condamnés par les valeurs mêmes qu'ils avaient prônées. Autre chose, on a vu cette petite fille à propos du climat, on est en train de se rendre compte que Greta Thunberg est sponsorisée par deux des gros investisseurs dans les énergies fossiles, et que donc elle est payée en fait par une espèce de philanthrocapitalisme qui met en avant la jeune donzelle, dont le sens politique est équivalent à celui de son âge, uniquement pour se donner une bonne conscience. Donc là, les écologistes sont en train de se rendre compte que, en fait, ils n'ont pas que des amis, et que même les combats les plus purs peuvent être adultérés par l'argent. On se rend compte aussi, la Cour des comptes le dit dans son rapport, qu'en fait, il n'y a pas de miracle Macron. Il n'y a pas de miracle Macron. La France a créé en 2018 nettement moins d'emplois qu'en 2017, et les créations d'usines marquent le pas. C'est-à-dire, depuis 2-3 ans, il y avait eu une reprise industrielle, donc, qui tenait moins à Macron qu'au fait qu'on était descendu si bas qu'il était compliqué de continuer à dégringoler, mais si. Donc les emplois industriels, moins d'emplois industriels, et moins de création d'industrie, sachant que les industries qui se créent, et là vous avez un très bon dossier dans l'usine nouvelle sur cette question, sont des industries évidemment à forte valeur ajoutée et à forte robotisation, ce qui fait que les gilets jaunes qui sont caristes ou infirmières risquent peu de trouver du travail dans ces nouvelles industries. Quant à la grande distribution, elle teste, comme Carrefour l'a fait en Chine, mais maintenant le fait à Paris, les magasins ouvraient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec sans aucun humain à l'intérieur du magasin, et juste les consommateurs qui scannent eux-mêmes leurs produits à la caisse. Il y a juste le rayon viande et le rayon alcool qui sont fermés, mais l'intégralité de l'épicerie peut être achetée sans qu'il y ait une seule interaction humaine à l'intérieur des magasins. Donc ce sont les nouveaux magasins mobiles qui sont susceptibles d'être placés aux endroits où il y a un flux de consommateurs à un moment donné, ou qui sont susceptibles, dans un avenir plus ou moins proche, selon les déclarations de Carrefour, mais aussi d'autres grands distributeurs qui sont en train de regarder la chose, qui sont susceptibles de remplacer la plupart des supérettes en milieu urbain. Voilà. Petit signal faible de se dire que la reprise de l'emploi, malgré tout, me paraît être un peu handicapée, que la reprise promise par Macron paraît être un peu handicapée, et que donc il y a comme peu de chances que le quinquennat se termine avec des victoires absolument admirables. Sauf les idées géniales de Darmanin, donc, qui proposait d'envoyer à tous les Français une facture fictive où on expliquerait aux Français la manière dont les impôts lui avaient servi. Donc Darmanin travaille le consentement à l'impôt, donc, puisqu'il a bien vu avec les Gilets jaunes qu'il y avait une certaine difficulté, et donc là il faut justifier le fait que l'impôt a servi à quelque chose. Donc on est censé recevoir une feuille où on nous expliquera individuellement, chacun de nous recevra sa feuille avec une facture personnalisée, à combien d'argent j'ai eu droit en allant à l'hôpital, je n'y suis jamais allé depuis plusieurs années, à combien d'argent j'ai eu droit en envoyant mes enfants à l'école, j'en ai qu'une qui passe sa vie en milieu privé, y compris pour ses études supérieures, à combien d'argent j'ai eu droit pour subventionner les 7 millions d'émigrés. Là, Darmanin n'avait pas du tout prévu de le mettre dans sa facture, et donc il y a cette idée absolument stupide, et une fois plus dont on voit bien le caractère contractuel.
Au lieu d'expliquer que l'impôt est payé parce qu'il y a un bien commun et que ce bien commun est censé servir à tous, au lieu d'expliquer qu'en fait il y a une charité nécessaire, au lieu d'expliquer en fait que nous sommes tous entre Français et qu'il est bien légitime que nous nous entraidions, on réussit à consumériser l'acte du consentement à l'impôt, on réussit à faire en sorte que ça devienne une transaction, une négociation entre l'État et le citoyen. Donc ça aussi c'est un signal faible d'un délitement supplémentaire du sens politique de ceux qui nous gouvernent. Il y a d'autres signaux qui sont tout à fait intéressants. Il y a une grande enquête qui est lancée sur France Télévisions et France TV Info surtout, depuis quelque temps sur la pollution des sols. Donc, plusieurs papiers sont déjà parus, et ce qui est remarquable, c'est que ce sont des pollutions qui datent des années 50, 60, 70, 80, et que donc on est 30, 40, 50, 60 ans après, et qu'en fait il ne s'est rien passé. Ces lieux sont toujours pollués. La puissance publique n'a en fait quasiment rien fait. Elle a commencé, et par exemple ici, elle a commencé à déterrer des fûts, elle avait commencé par faire en sorte de laisser faire. Donc c'est un industriel qui a déversé des centaines de milliers de litres dans les rivières, les poissons se portaient mal, les plantes aussi, qui a enterré des fûts toxiques, donc les gens se sont retrouvés à commencer à être extrêmement malades. Donc le type a été condamné d'une manière extrêmement sévère, 6 mois avec sursis et 5 000 francs à l'époque, donc ça l'a un peu assis, donc il a continué. On a fini par fermer l'usine, entre-temps il était ruiné, donc on a commencé à décontaminer l'usine, et il reste 2000 fûts qui ont surgi il n'y a pas longtemps, parce qu'il en avait quand même enterré des caisses avant de les mettre dans la rivière, et ces 2000 fûts sont toujours enterrés, ils continuent à polluer les nappes phréatiques, l'eau est pompée ailleurs, et la préfecture ne répond plus depuis 2016 à l'association locale qui explique quand même il faudrait faire quelque chose. Alors pourquoi reste-t-il là? Il reste là parce que, évidemment, comme les baraques sont invendables, ils ne peuvent absolument pas les vendre et aller s'installer ailleurs. Ils sont assignés à résidence dans un truc pollué. Et c'est un cas précis sur la manière dont les territoires périphériques ont été totalement abandonnés. Donc là aussi, il y a bien sûr ce sentiment de payer trop cher l'essence, ce sentiment de ne pas avoir de médecin, ce sentiment de ne plus avoir de maternité. Et bien le sentiment de ne plus avoir de maternité, c'est ce qui se passe à Saint-Claude, avec un premier hiver sans la maternité. Voilà. Donc où on s'est retrouvé, et là aussi c'est une série du Monde, c'est le deuxième article d'une série sur qu'est-ce qui se passe une fois que François Hollande a posé sa réforme territoriale, qu'est-ce qui se passe une fois que Macron pose ses arbitrages sur les services publics. Et ben, il se passe que les gens sont en train d'apprendre, grâce à une sage-femme qui enseigne l'intégralité des pompiers volontaires, ils sont en train d'apprendre à accoucher au bord des routes ou chez eux. Voilà. Mais ce qui peut être une très bonne chose, et cette trop forte médicalisation de l'acte d'accoucher nous a sans doute fait perdre un vrai sens de la chose, mais bon, là pour le coup, on n'a pas encore appris aux gens à quel point ils avaient de la chance de revenir à quelque chose qui, selon les éditorialistes, serait médiéval, moyenâgeux, donc obscurantiste, etc. Donc là, on est en train de retirer des territoires tout ce qui faisait la vie des territoires et tout ce qui est censé faire le consentement à l'impôt. Et on les retire d'une manière assez amusante, c'est-à-dire en laissant évidemment s'installer dans les territoires autre chose. Vous avez ici deux personnes, Pierre Le Texier et Pierre Lichia. Pierre Lichia est élu Les Républicains du 18e arrondissement. Il milite aux Républicains depuis plusieurs années, c'est un chroniqueur dans l'émission d'Ardisson. Pierre Le Texier, lui, est en charge de la e-communication du pôle e-influence chez En Marche. Et Pierre Lichia a expliqué qu'il avait déménagé du 18e, qui est un bobo, un bobo de droite, mais un bobo majuscule, qui déménageait du 18e parce que sa femme a peur quand elle va travailler qu'elle se retrouve au milieu d'une dizaine de toxicomanes qui occupent les quais du métro Max Dormois dès 8h du matin. Chose sur laquelle Anne Hidalgo ne fait rien, alors qu'évidemment, on sait que le 18e est un quartier pourri. Et Pierre Le Texier nous explique « J'ai changé de quartier pour les mêmes raisons ». Voici des gens qui, eux, peuvent changer de quartier. Voici des gens qui, eux, ont la richesse qui n'appartient pas aux Gilets jaunes. Voici des gens qui font partie de ceux qui nous expliquent, que ce soit les Républicains, chez lesquels Lichia milite depuis plusieurs années, ou En Marche, où Pierre Le Texier est depuis 2-3 ans, que nous avons tort de croire qu'il y a de l'insécurité, que nous avons tort de croire qu'une société multiculturelle n'est pas bonne,
Et eux sont en train, en fait, de se tirer tranquillement des territoires qui sont pourris par leurs soins, et par le soin de leurs idéologies, de leurs représentants, de ceux qu'ils ont fait élire, et qui, en fait, ne traitent pas les problèmes. Là aussi, c'est un signal faible, parce que jusqu'à maintenant, les classes supérieures se contentaient d'avoir leur petit ghetto doré, mais évidemment, elles en parlaient peu. Mais donc là, ceux qui étaient dans les quartiers sympathiques sont en train d'avouer tranquillement qu'ils s'en vont, et sans déclencher d'ailleurs les foudres de qui que ce soit. Il y a quelque chose qui est tout à fait fascinant, mais il est 20h10, donc on n'en parlera pas. C'est la manière dont il y a l'émergence d'un législateur privé. Ce législateur privé, c'est par exemple Facebook qui me demande d'accepter sa politique de non-discrimination. Je sais pas, Facebook a cru à un moment donné que j'étais dirigeant d'une boîte, et donc il m'interpelle en me demandant, car je m'appelle en fait Richard, pour éviter l'interruption de vos campagnes publicitaires, prenez un moment pour lire et accepter notre politique de non-discrimination. Nous demandons à tous les annonceurs de lire et d'accepter cette politique. Veuillez lire et accepter cette politique dans les plus brefs délais pour pouvoir continuer à créer et à diffuser des publicités. Donc là, un message tout à fait impérieux d'un opérateur privé qui m'impose sa loi et ses règles sans que, évidemment, je peux les refuser. Et à ce moment-là, mes publicités ne seront plus diffusées sur Facebook. Pendant ce temps-là, le Figaro me propose, mais comme tous les journaux, et Le Monde en dessous, de signaler un commentaire qui ne me convient pas. Vous allez alerter notre équipe de modération, vous souhaitez signaler une violation de la charte de participation du Figaro. Et donc, voilà, envoyer une alerte, et donc je peux signaler les articles qui ne me plaisent pas, ou plutôt d'ailleurs, les commentaires qui ne me plaisent pas. Même chose au Monde, vous allez repérer un commentaire avec un contenu illégal ou portant atteinte à vos droits, et donc là, voilà. Donc, autrement dit, il y a un législateur privé absolument fascinant qui est en train d'émerger. Ce sont non seulement les grandes entreprises de médias, mais c'est vous et moi. Si je veux, je deviens, moi aussi, un législateur, je suis capable d'expliquer que quelque chose a porté atteinte à mes droits, je suis capable de le dénoncer, je suis capable de réclamer quelque chose. Les dénonciations au CSA sont en train d'exploser d'une année sur l'autre, c'est avec une courbe perpétuellement ascendante. Aujourd'hui, nous sommes tous législateurs. Là aussi, c'est un signal faible. Là aussi, alors que le législateur est censé être à l'Assemblée nationale et au Sénat, il y a d'une part ce législateur privé qui se pointe et qui explique que ces lois ont force de loi, et cette manière molle de les faire est peu à peu reprise par les tribunaux, et en tout cas elle informe notre manière d'être. Évidemment, si je suis sous le coup d'une dénonciation, je vais me conformer à cette loi qui n'a pas valeur de loi, mais qui en fait a force de loi. Et il y a aussi les autres législateurs, sauvages, pirates, que sont le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, qui font en permanence évoluer la loi, non pas parce qu'elle est votée par les représentants du peuple, à l'intérieur de cette fiction républicaine à laquelle nous sommes attachés, mais parce qu'ils ont décidé que leurs principes leur permettaient, au contraire, de la faire évoluer. Ça, c'était les articles que vous avez déjà lus dans Politique Magazine. Je vous interroge à la fin. Normalement, c'est poser des questions de conférencier, mais c'est moi qui vais vérifier que vous avez lu au moins un an de Politique Magazine. Et l'idée, en fait, est qu'il faut que les gens soient dans la ligne. Par exemple, le Conseil économique, social et environnemental, au moment où les Gilets jaunes débarquent, se rend compte qu'une fois de plus, il a raté le coche et que cette chambre qui est censée être à l'écoute du pays réel n'a évidemment rien fait. Donc, l'Église catholique dit qu'elle installe des cahiers de doléances dans l'intégralité de ses paroisses, on installe des cahiers de doléances dans certaines mairies, et le Conseil économique, social et environnemental, du coup, lance une consultation que personne ne lui avait demandé. Évidemment, tous les militants s'emparent de cette consultation, et l'un des premiers résultats de la consultation, c'est qu'on demande le retrait de la loi de Taubira, puisque tous les gens de la Manif pour tous se sont mobilisés, et donc ont joué le jeu de la démocratie. Que fait le Conseil économique, social et environnemental? Il nous explique, certains d'entre vous réagissent, tous les citoyens sont libres de s'exprimer, des collectifs en ont profité pour porter leurs revendications, donc si vous êtes organisés, vous n'êtes plus légitimes. Ça sort d'où? Ça sort du CESE. Le CESE décide qu'en fait, que le collectif, en fait, n'a pas le droit de s'exprimer. C'est absolument fascinant parce que France Télévisions s'est rendu compte, en observant les contributions au grand débat national, donc qui est une autre consultation, celle qui a lieu en ce moment, qu'il y avait une phrase qui revenait souvent dans la remise en cause des 80 km/h. Que dit France Télévisions? C'est qu'elle enquête et elle se rend compte que cette phrase vient d'une association de défense des automobilistes, et donc que cette phrase-là prouve que 6000 des 8000 contributions sur les 80 km/h sont téléguidées par cette association, et donc
France Télévisions, dans un article enflammé et indigné d'un de ses journalistes, explique que bien sûr, ce n'est pas une vraie consultation. Parce que si vous êtes organisé, si vous prenez les mots d'un autre, car si vous prenez les mots de Macron, c'est normal, si vous prenez les mots d'une association LGBT, c'est normal, mais si vous prenez les mots d'une association de défense des automobilistes, eh bien, le journaliste de France Télévisions, qui est un arbitre des élégances, comme le prouve la Ligue du LOL, vous explique qu'en fait, vous allez contourner les règles du grand débat national. Donc là aussi, on se retrouve avec des gens qui savent arbitrer et qui savent disqualifier la parole des autres. Maintenant, je quitte complètement cette idée de disqualification, on y reviendra tout à l'heure, pour parler encore de la confiance et donc entamer notre marche vers le 3e chapitre. Il y a quelque chose qu'on appelle la date de durabilité minimale. Donc vous savez, c'est ce qui a remplacé en fait, c'est ce qu'on appelle la date de péremption. Cette date de durabilité minimale est évidemment une règle européenne, et fait en sorte qu'on jette quelques milliers de tonnes de produits, soit dans les grands magasins, soit chez nous, parce que évidemment, nous ne comprenons pas ce que signifie cette date de durabilité minimale. Par exemple, quand il y a marqué « à consommer de préférence avant le 21 décembre 2019 », ça veut dire que vous pouvez le consommer 3 mois après le 21 décembre 2019. Ça ne veut pas dire qu'il faut le consommer avant, à tout prix, parce qu'après, ce sera mauvais. Ça signifie qu'après le 21 décembre 2019, les qualités organoleptiques, pour parler comme le dépliant, en fait sont altérées. Autrement dit, ça aura moins bon goût. Mais ça ne signifie pas que ce sera devenu mauvais. Et certaines dates de péremption, suivant la manière dont c'est, par exemple, à consommer avant 2020, ça signifie que vous pouvez le consommer 1 an et demi après 2020. Donc les conditions organoleptiques auront changé, mais ça ne signifie pas que le produit sera mauvais. Et donc les gens sont en train de se rendre compte que tout ce qui est fait pour les guider est en fait mal fait. Donc qu'il n'y a absolument pas un ajustement entre la pensée technocratique et les usages réels, et qui a un défaut d'éducation. Et donc là, il y a un petit livre blanc qui vient de sortir, évidemment qui est opportuniste, mais qui est intéressant, signé par la Fédération Nationale Environnement, la FNE, je ne garantis pas que j'ai bien développé l'acronyme, et Too Good To Go, qui est une application qui vous permet d'acheter à bas prix les marchandises que les marchands s'apprêtent à jeter. Et qui nous disent voilà, qu'on peut faire en sorte, en n'étant pas le gouvernement, en changeant la manière dont le gouvernement parle des choses, et en fait en faisant en sorte que la loi change, et ils nous disent qu'on peut changer véritablement un mauvais comportement alimentaire. Mais cette défiance, c'est aussi la défiance des consommateurs. L'Observatoire de Société et Consommation est tout à fait intéressant, l'Obsoco, et donc nous dit dans sa dernière newsletter que, en fait, les Français sont en train de se détourner de plus en plus de la manière dont on voudrait qu'ils consomment. Non seulement ils sont 68% à estimer que leurs enfants vivront moins bien qu'eux, mais en plus, ils sont de plus en plus nombreux à considérer que les marques mentent, que le gouvernement ment, que les messages ne sont pas les bons, et donc qu'il y a véritablement à transformer tout le système de consommation et à faire en sorte qu'il puisse être certain que la qualité est présente et que le prix est juste, puisqu'il y a maintenant une incertitude absolue. Sachant que cette confiance perdue dans les marques, cette confiance perdue dans la fidélité, cette confiance impossible avec le magasin de quartier qui n'existe plus, sauf dans certains cas, fait que le principal moteur dorénavant du comportement d'achat, c'est la rationalisation, l'optimisation, l'économie. Et donc 49% des gens qui prévoient de changer de marque d'opérateur de téléphonie mobile, marque de forfait internet, marque d'énergie, eh bien je passe de EDF à Leclerc ou à Direct Énergie, veulent faire des économies, et donc l'économisme, qui est le poison du politique, a réussi à devenir en fait le poison de toute vie sociale. Si je passe ma vie à vouloir optimiser mon achat de panier moyen quotidien, je passe ma vie en fait à ne nouer aucune relation avec les commerçants de mon quartier. Je ne noue de relations avec personne puisqu'elles sont systématiquement mesurées à l'aune de l'économique et du financier. Alors, sachant que voilà, il y a un effet d'âge, c'est-à-dire que les 18-24 ans changent très facilement
de fournisseurs. 64% d'entre eux ont changé au moins une fois de fournisseur l'année dernière, alors qu'ils ne sont que 26% à changer à partir de 65 ans. Évidemment, le coût cognitif d'acquisition d'une nouvelle habitude avec un nouvel opérateur est évidemment un frein. Quand on est âgé et qu'on se dit qu'on a enfin la chance de lire l'intégralité des Sophocle qui sont dans la bibliothèque, le fait de se prendre la tête pour savoir si je vais changer de forfait de téléphonie mobile, ne m'effleure pas du tout et je préfère payer trop cher Orange et continuer à lire mon Sophocle. Donc 18% sont prêts à changer d'opérateur mobile. Personne n'est prêt à changer de banque tellement c'est compliqué. Donc on voit d'ailleurs que le rapport de confiance qu'on a à la banque est en fait directement fonction de la difficulté qu'on a à changer de banque ou de la difficulté qu'on anticipe à changer de banque. Ce qui est intéressant, c'est que cette disqualification progressive, cet amoindrissement progressif, cette perte de confiance, c'est aussi la manière dont les élites elles-mêmes ont tendance à avoir perdu confiance dans le peuple. Ce qui est intéressant, c'est de regarder les Gilets jaunes sous cet angle-là. Il y a un excellent livre qui est paru il y a quelques années, qui s'appelait Les Corville, expérimenté au XVIIIe et au XIXe, et qui renvoie directement à l'une des conférences qui a eu lieu ici avec le docteur Martin, ou le professeur Martin, qui nous expliquait la manière dont les Lumières concevaient le corps. Une conception purement mécaniste et qui du coup autorisait qu'on en ait un usage purement mécanique. Donc ceux qui sont pauvres, ceux qui sont condamnés à mort, ceux qui sont prostitués, ceux qui sont malades, ceux qui sont déficients mentaux, sont réputés des corps vils, et donc des corps qu'on peut livrer à l'expérimentation. Il est légitime, et Diderot propose la vivisection des condamnés à mort, il est légitime en fait que ces corps vils soient traités en fait, comme un matériau humain dépersonnalisé. Je trouve que dans la manière qu'ont Macron, Castaner, Griveaux de parler et de traiter les Gilets jaunes, il y a là aussi l'idée de corps vils, qui sont des citoyens qui ne votaient pas, et donc dont on a décidé qu'il était absolument incongru qu'ils s'exprimassent dans l'arène politique. Ce sont des gens pauvres, autrement dit des gens réputés inéduqués, et donc ces corps vils doivent être traités dans le cadre d'une expérimentation d'une nouvelle démocratie, qui est la démocratie des gens éduqués, des gens riches, des gens urbains, et pas de ces gueux. Et donc, du coup, on se retrouve évidemment avec des gens gazés à outrance, matraqués à outrance, bombardés à outrance, grenadés à outrance, voilà. Et avec d'ailleurs Facebook qui, très gentiment, ne voulait pas que je voie la photo du type avec son crâne ensanglanté, parce que c'était un contenu qui pouvait me choquer, donc j'ai cliqué courageusement pour voir effectivement un type qui s'était pris un marron, et voilà, donc je n'ai pas défuncté, et malgré tout, il y avait donc l'idée que, voilà, il y a aujourd'hui un corps vil qui n'a pas à être traité d'une autre manière que d'une manière économique. Qu'est-ce qu'il peut rapporter, en fait, d'un point de vue du bien commun à la communauté? Eh bien, il ne rapporte rien, puisqu'en fait, il est un coût. Il est un coût puisqu'il habite des territoires qui obligent en fait à créer des lignes de transport dont on sait qu'elles seront déficitaires. Donc ce corps vil est en fait un corps qui doit être maltraité pour qu'il apprenne à venir à résipiscence et à rester chez lui et non pas sur les ronds-points, et à faire en sorte de ne pas gêner les gens bien qui eux travaillent et qui ont droit eux à des transports en commun à l'intérieur des villes. Marlène Schiappa, du coup, d'ailleurs, nous explique qu'il est normal qu'un opposant n'ait rien et que tout effort de solidarité vis-à-vis de cet opposant, n'étant pas un effort de solidarité intelligent, rationnel, économique et financier, doit être un effort de solidarité battu. Donc Marlène Schiappa nous explique que le fait que le Crédit Mutuel ait lancé une enquête auprès de Litchi, puisqu'on avait créé une cagnotte pour venir en aide aux boxeurs gitans, que cette cagnotte, donc, que les gens de Litchi ont depuis refusé de verser aux boxeurs gitans. Ils ont même attaqué en justice la femme du boxeur gitan en expliquant qu'elle avait changé les conditions d'attribution de la cagnotte. Donc, très bien. Donc les opposants n'ont droit à rien. Et on voit qu'il y a l'idée d'une gestion scientifique et rationnelle du corps politique. Et donc il y a les gens qui comptent et il y a les gens qui ne comptent pas. Bruno Le Maire, il y a un an, avait fait une sortie absolument fabuleuse. Un député de La République En Marche avait proposé que une partie des hauts revenus n'ait pas droit à tel avantage social à l'intérieur de l'entreprise en matière d'attribution
de ce qu'on appelait avant les bénéfices des fruits de l'expansion de l'entreprise. Bruno Le Maire a été contre, en expliquant que certes, il n'y avait que 150 000 personnes qui en France auraient été victimes de ce manque à gagner, sachant que ces personnes-là gagnaient plus de 80 000 euros par an, mais qu'elles étaient peu nombreuses, mais qu'elles étaient capables de faire beaucoup de bruit, alors que les 8 millions de personnes qui étaient censées bénéficier petitement de l'avantage qui a été enlevé au gros, étaient certes 8 millions, mais d'une part gagneraient peu, ne gagneraient que 180 euros par an. Okay, donc pour Bruno Le Maire, donc ça ne signifie rien. Donc pour ceux qui sont en train de manger à partir du 12 de mois des nouilles et qui nous expliquent en pleurant qu'ils n'ont plus jamais emmené leurs enfants au cinéma depuis 12 ans, bon, peut-être que ces 180 euros auraient été quelque chose d'intéressant. Mais donc Bruno Le Maire nous dit, en fait, politiquement, je sers les riches, je ne servirai pas les pauvres. Enfin, bon, Schiappa nous dit exactement la même chose. Il y a les cagnottes litchi qui sont super sympas quand il s'agit de venir en aide à tel ou tel qui est réputé être une victime du système, mais Dettinger, en fait, n'est pas une victime du système. Donc la justice, là-dessus, vient se greffer, et puisque, donc, au fur et à mesure que ces incivilités arrivent, au fur et à mesure qu'on se rend compte que, malgré tout, les gueux et les croquants ont envie de manifester, et manifestent, et en plus sont pertinaces dans leur péché, la justice donc intervient. Ça, c'est un tableau qui est tout à fait intéressant, et qui n'est pas dans le numéro de février de Politique Magazine, mais qui est cité dans le numéro de février de Politique Magazine, qui est la durée en mois des contentieux civils. Vous voyez ici les cours d'appel. 75% des affaires en cours d'appel se terminent au bout de 20 mois. Ça, c'est la durée de traitement de la justice. En Conseil des prud'hommes, 75% des affaires mettent 21 mois. Et en tribunaux de grandes instances, 75% des affaires mettent quasiment 9 mois. Ça, c'est la vitesse de la justice quand il s'agit de traiter du justiciable normal. Y compris d'ailleurs de la victime d'abus sexuels qui reste pendant entre 9 mois et 1 an et demi avec son bourreau parce que la justice, en tout cas Bobigny, n'a pas le temps de traiter la chose. Donc Bobigny s'en émeut, mais le budget de la justice est inférieur à celui de la culture en France. Et la justice est aux ordres. Donc Yael Braun-Pivet, qui dirige la commission des lois à l'Assemblée nationale, a expliqué, par exemple, qu'il était parfaitement normal qu'on n'enquête pas sur Benalla. Et en revanche, la justice a prononcé près de 1800 condamnations depuis le début du mouvement. Donc, avec une certaine fierté, puisque c'est un vrai bilan, on peut le dire, le Premier ministre Édouard Philippe nous dit « Depuis le début de ces événements, 1796 condamnations ont été prononcées par la justice et 1422 personnes sont encore en attente de jugement. » Donc là, on est allé à une vitesse, un truc de fou, quoi. Ça a commencé en novembre. On est en février, il y en a déjà 1800 qui se sont fait larder, et il y en a 1500 qui vont passer à la casserole dans vraiment pas longtemps. Et ça, c'était vraiment c'était une satisfaction pour Édouard Philippe, qui en parlait avec talent. En outre, plus de 1300 comparutions immédiates ont été organisées, et 316 personnes ont été placées sous mandat de dépôt. La joie, quoi. Et là, on est dans une justice qui est efficace quand elle décide d'être efficace. Elle est efficace dans le cadre de ce nouveau contrat social qu'on nous propose, puisque, une fois de plus, ce qui fonde la France révolutionnaire, ce qui fonde la France républicaine, c'est une contractualisation du citoyen avec ceux qui le dirigent et qui, eux, sont censés donner les valeurs auxquelles nous sommes censés donner notre assentiment. Eh bien, voilà, ceux qui ne donnent pas l'assentiment aux valeurs sont traités comme des citoyens de seconde zone. Charles de Courson s'en est ému, même tellement de gens s'en émeuvent que Benjamin Griveaux, du coup, accuse de complotisme les journaux qui s'en émeuvent. Donc, on a le droit de s'émouvoir, mais non, on n'a même plus le droit de s'émouvoir. Dans le cas du nouveau contrat social, n'importe quelle critique est en fait une remise en cause radicale de la nouvelle France. Donc Benjamin Griveaux a déclaré le vendredi 8 février que le doute permanent qu'entretiendraient certains médias quant à l'indépendance de la justice, notamment après la perquisition avortée du siège de Mediapart, dans l'affaire Benalla, alimente les croyances complotistes dans l'opinion. Donc on n'a pas le droit de douter de l'indépendance de la justice. On n'a pas le droit de douter que
s'il y a 21 mois dans un cas et 3 semaines dans un autre, c'est qu'il y a un 2 poids 2 mesures. On n'a pas le droit de douter que la justice est indépendante quand Matignon demande qu'on aille perquisitionner les bureaux de Mediapart. On n'a pas le droit de douter de la justice. Si on doute, c'est qu'on est complotiste. Et là, on retrouve ce qui est exactement la France de 1792-1793. Il y a un complot intérieur et un complot extérieur. Donc, d'un côté, Macron nous explique que forcément les Gilets jaunes sont financés par la Russie. Marlène Schiappa nous avait expliqué qu'ils étaient forcément financés par l'Italie. Et donc, de toute façon, plane encore au-dessus des Gilets jaunes le double soupçon du financement des Russes et des Italiens. Donc, les Italiens qui, eux, voilà, ont 2 ou 3 autres choses à faire, et les Russes qui sont en train de financer des trucs un peu plus intéressants, notamment dans le cas de l'industrie spatiale. Mais non, c'est pas grave, ils sont en train de financer Jojo le gilet jaune, comme dit avec une certaine morgue Macron. Et donc, ces gilets jaunes, ce sont eux les complotistes. Et si vous considérez que Benjamin Griveaux est complotiste en accusant de complotisme les gilets jaunes, c'est que vous êtes vous-même un complotiste au cube. Donc voilà. Donc il y a des espèces de boucles logiques absolument admirables qui sont en train de se mettre en place. Et évidemment, c'est la confiance que nous portions dans les institutions républicaines. Nous en sommes tous de chauds partisans, et donc là, qui commence en fait à être un peu fragile, surtout quand on nous dit que le grand débat est une occasion de liesse populaire avec Bourteroul, je ne sais pas si vous en souvenez, qui avait été entièrement bouclé, et les gens qui étaient obligés d'avoir des Ausweis pour rentrer chez eux, pour faire en sorte d'aller à la boulangerie ou de rentrer dans leur propre ville, parce que 3000 Pandores avaient été répandus à la place des habitants de Bourteroul pour faire en sorte que Macron puisse prononcer son premier discours, ou son deuxième. On va revenir un peu longuement, et vous m'excuserez, ça va nous emmener encore pendant un quart d'heure, je crois, sur le baromètre de la confiance politique. Donc voilà, c'est un baromètre qui existe depuis 10 ans. Aujourd'hui, quand on pose aux Français qu'est-ce que vous éprouvez pour la politique, et donc je ne parle pas vraiment de crise institutionnelle, sinon que dans le cadre d'une démocratie, quand le peuple en est rendu à ce genre de choses, la crise institutionnelle, c'est pas le fait qu'on est pour la 5e ou pour la 6e, pour la 5e de 1958 ou pour la 5e de 1962, pour la 5e révisée en 1988 ou pour l'avant-dernière révision constitutionnelle, il y en a eu plus de 20. Voilà. Donc la crise des institutions en démocratie, elle est là. Voilà. Donc, depuis 10 ans, les émotions et les sentiments négatifs dominent. Quand on vous parle politique, qu'est-ce que vous éprouvez? De la méfiance, du dégoût. Voilà, 79% de sentiments négatifs. Méfiance et dégoût sont les 2 choses qui arrivent en tête. Autre chose épatante, avez-vous confiance dans le maire de votre commune? Oui. Et dès qu'on dépasse le cadre communal, que le grand débat national prévoit de supprimer, ça fait partie des propositions qui ont été mises en avant, dès qu'on arrive au niveau du conseiller départemental, on passe sous la barre des 50%. Alors le Premier ministre actuel, 33, vos députés européens, le président de la République, 28. Voilà. Donc le président de la République, c'est une question qui est proposée, qui n'avait pas été proposée en 2012, mais qui est proposée depuis. Alors, les acteurs politiques et sociaux, les hôpitaux, alors quand il en reste, les gens font désespérément confiance aux hôpitaux, à 81%. Et ensuite, au-dessus de la barre des 50, les hôpitaux, les PME, l'armée, la police, l'école, les associations, la Sécu. Les grandes entreprises publiques, crac, ça y est, on passe sous la barre des 50. L'Église, qui auparavant était à 50 il y a encore 2 ans, est passée à 42. La justice et les partis politiques, les médias, les banques et les syndicats sont tout en bas. Avec les syndicats sont à 30, les médias à 25 et les partis politiques à 12. Des partis politiques dont la Constitution fait en fait l'alpha et l'oméga des institutions françaises. Il y a une tribune qui est parue dans Le Monde aujourd'hui par quelqu'un qui est une association pour la reconnaissance du vote blanc. Et il remarque que dans la Constitution, le votant n'existe pas. Le parti politique est réputé être l'un des piliers de la démocratie française dans la Constitution, mais celui qui vote, non. Donc évidemment, celui qui vote blanc, encore moins. Une fois de plus, il se disqualifie lui-même. Puisqu'il ne joue pas le jeu des partis, puisqu'il prétend être indépendant d'esprit, évidemment, celui qui vote blanc, et a fortiori l'abstentionniste, et encore plus celui qui n'est pas inscrit sur la liste électorale, il y a 5 millions de Français qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale. Donc toutes les statistiques qu'on a sur machin a été élu avec tant de pourcents des voix doivent être déjà corrigées en rajoutant 5 millions de votants potentiels qui ont décidé qu'en fait ils n'avaient aucune raison de s'inscrire sur les listes. Donc voilà l'état de la confiance. Est-ce que l'État est conduit dans l'intérêt de quelques-uns? Oui, à 74%, ou dans l'intérêt du plus grand nombre? Oui, à 23%.
Pour chacune des phrases suivantes, veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d'accord ou non avec les propositions. Les responsables politiques sont déconnectés de la réalité et ne servent que leurs propres intérêts. À 74%, oui. Les hommes politiques parlent de problèmes de manière trop abstraite. À 74%, oui. Malgré ce que disent certains, la plupart des hommes politiques essaient de tenir leurs promesses. À 26%, oui. Voilà. Okay. Donc voilà où on est rendu, en fait, la confiance des gens dans la politique. Pour chacune des phrases suivantes, indiquez dans quelle mesure vous êtes d'accord. Et là, par exemple, malgré ce que disent certains, on est passé de 18% à 26%. Donc il y a les militants de La République En Marche, en doute, ont répondu en masse en décembre 2018, parce qu'on verra tout à l'heure à quel point ils sont déconnectés du reste de la population. Et les hommes politiques ne méritent pas beaucoup de respect. En décembre 2017, c'était descendu. Autrement dit, on est passé de décembre 2016, Hollande, à décembre 2017, Macron, à décembre 2018, re-Macron. Et l'embellie macronienne s'est dissipée et les gens sont revenus au niveau de 2016. Et évidemment, cette enquête du CEVIPOF, qui est facilement téléchargeable, permet d'avoir ça sur 10 ans. Et ce chiffre-là est absolument épatant. Donc, est-ce qu'à votre avis, les hommes politiques se préoccupent assez peu ou pas du tout de ce que pensent les gens? 85% des gens pensent que les hommes politiques ne se préoccupent pas de ce qu'ils pensent, et c'est quelque chose qui ne bouge pas depuis décembre 2009. On est passé de 81 à 85% en 10 ans. Voilà. Ce sont les hommes politiques qui sont étonnés que les gilets jaunes réagissent et parlent, qui avaient pourtant accès aux statistiques du CEVIPOF chaque année. Donc ils auraient pu en tirer 2 ou 3 leçons sur la manière de mettre en place une certaine écoute. Non. Voilà l'état de la France au bout d'une décennie française. Voilà. Lassitude, sérénité, bien-être, confiance, enthousiasme, peur, morosité, méfiance. Bon, ben voilà. Le radar, donc la toile d'araignée, prouve qu'on est largement du côté de la lassitude, de la méfiance et de la morosité. Ben, ça, c'est le résultat de 10 ans d'Europe, de 10 ans de partis politiques, de 10 ans de propagande républicaine, et qui aboutissent à ce sentiment de joie de vivre qui fait que, bien sûr, les Français sont heureux. Et les Français sont heureux, et encore, ils ne savent pas à quel point ils vont l'être. Voici les propositions novétiques sur comment s'aligner sur une trajectoire de 1,5 degré. Donc, dans le cadre du réchauffement climatique, on sait que c'est un réchauffement d'origine anthropique, ou en tout cas qu'il est fortement anthropique, et donc il est nécessaire de s'adapter. Donc, il faut qu'on ait 63% d'émissions de carbone en moins dans les 15 années à venir. Et donc, par exemple, interdiction de vente des véhicules neufs pour un usage particulier dès maintenant, réduire de 5% par an des kilomètres parcourus par les particuliers, interdiction des voitures thermiques, suppression des vols intérieurs disposant d'une alternative par la route ou le fer, interdiction de tout vol hors Europe non justifié dès 2020, donc pas de tourisme. Et ça, ce sont les propositions de Novétique. Alors Novétique, vous me direz, ça oui, c'est un parti extrême gauche. Non, pas du tout. C'est une officine parfaitement légale, qui a été dirigée par Nicole Notat. C'est un organisme quasi officiel. Et ce sont les propositions des écologistes qui nous expliquent qu'il faut normaliser la location, qu'il faut interdire la publicité en ligne intégrée au site internet, ça ce serait une bénédiction, que le flux vidéo consommé doit être divisé par 3 d'ici 2030, donc vous ne regarderez que ce que vous pourrez regarder. Il y a un moment donné où voilà, vous aurez trop regardé, vous ne pourrez plus regarder. Exactement. Limitation à 1 kg de vêtements neufs mis sur le marché par an et par personne dès 2022. Donc, et ça, voilà, ce sont les mêmes qui d'un côté veulent, avec les lois de sélection orale, faire en sorte qu'on n'ait plus rien, d'un autre côté veulent que l'argent que nous n'aurons plus, puisqu'il nous aura été piqué, soit de toute façon difficile à dépenser. Alors, non pas que le fait de dépenser l'argent soit intéressant, mais ce qui est fabuleux, c'est que on voit à quel point aujourd'hui l'État est devenu un agent moral et que ceux qui contribuent à la pensée de ce que doit être l'État réussissent à élaborer des conditions quasi carcérales sur la vie en France. Donc on est, après avoir été dans l'ultra-consommation, on est maintenant pour une réduction absolument drastique de la consommation. Évidemment, comme on est de droite, on est un peu neuneux, donc on était contre l'ultra-consommation, donc maintenant on va être pour l'ultra-consommation, ne serait-ce que pour être contre. Mais enfin, c'est pas ça le but du jeu. Le but du jeu n'est pas d'être pour l'ultra-consommation, le but du jeu est juste de dire, mais voilà, si j'ai envie en fait d'acheter 3 kilos de vêtements neufs, mais de ne pas regarder de vidéos, autrement dit, si j'ai envie, moi, d'arbitrer différemment dans mes désirs, je ne vois pas pourquoi l'État m'imposerait une règle
qui est celle du 1 kg de vêtements neufs. Voilà. Alors l'État, évidemment, pour le moment, n'a pas repris ça, mais chaque fois que France Stratégie lance une imbécilité, elle finit immanquablement par réapparaître dans les lois, par réapparaître dans le discours public, par être reprise par des associations, par être reprise par des comités de quartier, qui font partie de ces législateurs autoproclamés qui finissent en fait par influencer les comportements, parfois dans le bon sens, parfois dans le mauvais sens. D'autant plus que tous ces gens qui veulent notre bien sont ce qu'on pourrait appeler l'ultracentre. Et l'ultracentre est en fait extrêmement extrémiste. C'est amusant parce qu'on pourrait croire que ce sont les gens d'extrême droite et d'extrême gauche, avec les eurolapins, qui sont capables de les voir et donc de faire en sorte de ne pas céder aux sirènes de Vladimir Poutine assimilé à l'extrême gauche et de Donald Trump assimilé à l'extrême droite. Les gens donc qui sont macroniens sont en fait, comme une étude le prouve, une menace pour la démocratie. Pourquoi ? Parce que ce sont les centristes, d'un point de vue européen et américain, avec deux études qui sont parues, enfin, une étude qui est parue et qui reprenait les résultats d'une autre étude, qui sont en fait les plus sensibles au gouvernement des experts, qui sont les plus sensibles à la limitation du Parlement, et qui sont les plus sensibles au fait de ne pas respecter l'opinion publique telle qu'elle s'exprime dans le vote. Voilà, donc un vrai centriste, un vrai macronien, nous explique qu'il faut changer de peuple. Et que si le peuple n'est pas d'accord avec Macron, en fait, il n'y a aucune raison d'écouter le peuple. Et donc ça, c'est exactement comme Christophe Barbier nous disait il y a 2 ou 3 ans, que la démocratie, la République, ce n'est pas la démocratie. Je ne sais pas si vous avez fait attention à cette phrase, qui est absolument épatante. Et donc peu à peu, on est en train d'installer l'idée que quand on a un gouvernement d'experts, on sait en fait ce qui est bon pour le peuple, pour les gueux, pour les croquants, pour les corvilles, et donc il n'y a aucune raison de les écouter, et que la légitimité en fait est peut-être une légitimité purement légale tant qu'on est majoritaire, mais si tant est que nous ne serions plus, à ce moment-là, de toute façon, la loi du nombre ne signifie strictement rien, et donc il faut modifier les règles électives qui permettent en fait uniquement aux gens bien de voter et de bien voter. Alors évidemment, le peuple réagit un petit peu. Et donc se permet, voilà, ça par exemple, vous avez les actes de malveillance contre les députés depuis le début de la 15e législature. C'est-à-dire, en 2017, il y a eu 3 députés qui ont chouiné un peu, voilà. Mais en 2019 et depuis novembre, évidemment, là, ça commence à être violent. Et alors évidemment, c'est les députés LaREM qui remportent la palme. Voilà, puisque donc ce sont eux qui cumulent en fait l'intégralité des avanies. Ça date de janvier 2019, donc avec un peu de chance, une fois qu'on sera en fin février, on aura réussi à exploser les scores, mais on voit que à force de déni, à force de ne pas vouloir écouter, à force d'expliquer que l'opinion en fait n'a pas de sens, qu'elle n'avait pas raison d'être écoutée, qu'en fait que tous les signaux faibles que faisaient remonter les préfectures, parce qu'évidemment le CEVIPOF le disait, mais les préfets passaient leur vie à le dire, tout ce déni du corps social, tout ce déni de peuple, évidemment, ressort violemment de la part du peuple. Ça ne fait pas varier les députés, les militants LaREM. Là, vous avez quelque chose d'épatant, c'est paru aujourd'hui dans les Échos, sur une question qui est la cote de confiance. Donc, tout en haut, vous avez la manière dont les sympathisants LaREM et MoDem jugent Emmanuel Macron. Voilà. En gros, cote de confiance, ça évolue entre 90 et 72, et c'est remonté à 90 depuis le début du grand débat. Voilà. Et le reste de la France est en bas. Voilà. Donc, ces gens qui nous expliquent que nous ne comprenons pas, en fait, sont là-haut, ils sont dans leur monde de bisounours, et le reste, l'ensemble des Français, donc c'est la ligne noire, et réagit comme les sympathisants de droite, réagit comme les sympathisants de gauche. Il n'y a que les gens du Front National qui sont un peu grincheux depuis le début et qui voilà, donc restent en bas, mais et qui à un moment donné, entre octobre et décembre 2018, se sont vaguement rapprochés des sans préférence partisanes. Voilà, ça a été le moment d'union nationale, du Rassemblement national, mais sinon tout le monde de toute façon considère qu'entre 10 et 20, entre 20 et 30, il n'y a pas de raison de faire plus confiance que ça à Macron. Voilà, donc l'évolution de la cote de confiance, voilà, depuis mai 2017 jusqu'à janvier 2019,
de Macron, voilà, on est parti d'assez haut, et on est maintenant à 26 et 27% pour les deux hommes qui tombent ensemble. Il y avait un schéma qui était paru il y a quelques semaines qui était amusant et qui montrait que la dégringolade de Macron entre mai 2018 et décembre 2018 venait à chacune de ces petites phrases. En fait, on pouvait précisément dater en fait la chute. Voilà, donc chaque macronade lui permettait de perdre des gens. Donc du coup, on lance le grand débat national pour faire en sorte. Alors, ça a sonné. Je vous avais promis un quart d'heure, je vous prends encore 5 minutes, pardonnez-moi. On a lancé le grand débat national pour remédier à tout ça. Alors, ma dévotion à Politique Magazine est pleine et entière, et donc j'ai signé ce truc pour pouvoir participer au Politique Magazine. Donc j'ai attesté de ma pleine et entière adhésion aux valeurs républicaines et aux règles du débat démocratique. Je me suis engagé à respecter les autres participants, à contribuer au grand débat, à ne diffuser aucune information volontairement erronée, à ne diffuser aucun message à vocation publicitaire, promotionnelle, pornographique ou commerciale, à éviter tout prosélytisme. Ça, c'est absolument génial. C'est un grand débat. On est censé convaincre les autres de la pertinence de sa proposition, mais il faut éviter tout prosélytisme. Donc je pense que ça signifie éviter tout prosélytisme religieux, mais évidemment, on n'avait pas le droit de dire qu'on visait les religieux. Donc il faut juste que tous les militants participent au grand débat, mais en évitant d'être prosélytes. On ne sait pas bien comment on va faire. De toute façon, on ne sait pas bien comment on va faire, puisque pour le moment, il y a plus de 400 000 personnes qui ont participé en ligne au grand débat, il y a plus de 115 000 propositions. Ces 115 000 propositions, si on essaie de les lire, on va y passer en une personne seule, une équipe de personnes, d'une dizaine de personnes, passerait 8 à 9 mois à lire en entier toutes les propositions. Et là, le grand débat est censé continuer pendant 2 mois. Donc, la seule chose qui est certaine, c'est qu'on va lancer 2 ou 3 intelligences artificielles pour faire en sorte de faire ressortir en fait, des statistiques sur les mots les plus fréquemment employés, et sur les 32 ou 33 questions posées par Macron, 28 vont être tranquillement abandonnées en cours de route. Et on est censé aussi ne pas faire l'apologie des crimes de guerre, ce qui est le truc auquel on songe immédiatement quand on fait un grand débat national. Mais il y a quelque chose qui est épatant, c'est qu'on n'est pas censé parler de l'Union européenne, on n'est pas censé parler d'immigration. En fait, on est censé ne parler de rien de ce qui fâche. Et Que Choisir, que je citais tout à l'heure pour la pertinence de son panier, en revanche, en profite pour libérer 9 milliards d'euros d'achat et donc faire en sorte qu'il y ait des mesures en faveur du pouvoir d'achat. Là, le journaliste de France Info, France TV Info, n'a pas pondu d'article. Je pense qu'il n'a pas envie qu'on conduise vite, il doit être en trottinette sur les trottoirs parisiens, mais il a envie de pouvoir acheter plus dans sa supérette, donc il n'y a pas eu de souci. Et l'une des idées du grand débat, c'est de supprimer les petites communes. Donc on voit que ce grand débat national est toujours dans l'idée d'avoir un véritable lien avec les territoires. On a expliqué que les gilets jaunes sont en train de s'enflammer. On lance le grand débat national parce qu'il y a les territoires périphériques. Et bien la bonne idée, c'est en fait de faire en sorte que ces gens-là, qui n'avaient plus que des bagnoles pourries dans des habitations ouvertes à tous les vents et un travail soient en plus à l'intérieur de zones qui n'aient plus de nom. Épatant. Alors, on sent l'intelligence de la chose. J'ai pas le temps de faire une véritable conclusion parce que j'ai l'impression que l'ensemble de ces faits mis bout à bout nous amène très tranquillement en fait à considérer qu'il y a un déni de démocratie évident, il y a un déni de bien commun évident, il y a un déni de vivre ensemble, il y a un déni de vivre avec chacun, il y a en fait, autrement dit, tout ce qu'on pourrait imaginer de ce que sont les valeurs de la République, y compris la fraternité, est absolument nié par tout ce qui est en train de se passer. Où les pires travers de la République, l'esprit partisan, l'assiette au beurre, pour le dire d'une manière vulgaire, sont au contraire mis en avant. Et il y a une personne, François Sureau, qui en parle très régulièrement, indépendamment des excellents éditos d'Hilaire de Crémier dans Politique Magazine, qui est disponible là-bas, qui est intéressant à lire puisqu'il parle en tant que ami de Macron, en tant que prétendu ami de Macron, et donc je vous conseille de lire ses éditoriaux et ses entretiens qui à chaque fois pointent toutes les contradictions du discours macronien, tout ce qui justement en même temps ne fonctionne pas. Voilà. C'est fini. Et alors, si vous avez des questions. Ah. Bon, merci infiniment. Je crois que vous avez passionné votre auditoire, et puis les projections en même temps que votre discours, ça leur donnait un relief particulier. Alors je suis sûr qu'il y a des quantités de questions, alors allez-y, n'hésitez pas.
D'abord, je voudrais faire une remarque pour rassurer l'auditoire. On entend bien là? Non. Tillinac a démontré qu'il n'y avait pas de valeur républicaine par définition, puisque la République c'est un système politique et qu'il n'y a pas en soi de valeur. Donc vous pouvez participer au grand débat en signant qu'il n'y a pas de valeur républicaine. La question que je voulais poser, c'est sur l'Europe, le Brexit. Est-ce que c'est positif ou pas? Ce matin dans le Figaro, on dit attention, l'économie britannique va s'écrouler. Donc est-ce que vous pouvez nous dire sur le Brexit dans le cadre européen? Et une deuxième petite question, à me préciser un peu ce que c'est que cette espèce de ligue LOL, je ne sais pas trop, j'ai rien compris. La ligue du LOL. Alors, j'ai commencé par la réponse simple. Donc la Ligue du LOL est le nom que s'était donné un certain nombre de journalistes et de publicitaires à la fin des années 2000 pour constituer un groupe Facebook de partage et d'entraide et de drôlerie, et qui en même temps intervenait sur le réseau social Twitter. Et donc ces quelques personnes qui étaient influentes ont à l'intérieur des rédactions où elles étaient et par rapport aux autres personnes qui intervenaient sur les réseaux sociaux, et notamment sur Twitter ou YouTube, mené des campagnes de harcèlement pour éliminer tel ou tel qui n'avait pas l'heure de leur plaire. Donc ces personnes, qui par ailleurs passaient leur vie à donner des leçons de démocratie et de débat, d'honnêteté, d'amour des femmes et de gender fluidité, etc., ont fini par être rattrapés par la patrouille et sont en train de se faire mettre à pied au fur et à mesure que les gens témoignent de ce qu'ils ont vécu, et on se rend compte que certains d'entre eux avaient déjà été licenciés en 2017 mais sans qu'on en parle, et donc peu à peu ce groupe secret se révèle au grand jour et toutes leurs infamies sont révélées en même temps. Sur le Brexit, c'est très simple, non je plaisante, sur le Brexit, donc vous avez vu que Donald Tusk pense que tous ceux qui sont pour le Brexit sont promis à l'enfer, et donc la plupart des gens qui pensent bien, comme Macron, etc., sont d'accord avec lui. Valérie Pécresse a expliqué qu'il fallait que ce soit douloureux de quitter l'Europe. Donc, en tant que... Si j'étais un nationaliste anglais, je trouverais que le Brexit est une bonne chose, puisque c'est censé redonner à mon pays une partie de la souveraineté qu'il a perdue, sachant que la place très spéciale qu'occupait l'Angleterre à l'intérieur de l'Union européenne était quand même une position vraiment confortable. Ils avaient gardé leur monnaie, etc. Donc le Brexit était censé pour eux, en tout cas parmi les arguments qu'ils ont employés, être une manière de reprendre leur liberté, une liberté législative sur tout ce qui était les transactions financières. Et ils ont beaucoup agité l'argument de l'immigration, mais grâce à l'intelligence du gouvernement français qui a accepté de fixer à Calais, aux frais du gouvernement français, l'intégralité de ceux qui veulent aller en Angleterre, ça leur coûtait pas grand-chose, il y avait quand même beaucoup moins de gens qui arrivaient chez eux. Maintenant, en tant que nationaliste français, le Brexit en tant que tel a peu d'influence. Les Français ont beaucoup rêvé sur le fait que des institutions importantes et des entreprises importantes allaient quitter l'Angleterre et s'installer en France. Pour le moment, le mouvement qui se dessine n'est pas évident. Il y a la Suisse, l'Allemagne, la Hollande ont déjà bénéficié de transferts, la France aussi, mais donc c'est pas une opportunité, comme on dit dans les journaux économiques, incroyable. Et du coup, en tant que nationaliste français, le seul intérêt que je vois au Brexit, c'est que ça, et qui d'ailleurs, si j'ose dire, je pense comme Tusk sur la chose, c'est ça prouve que l'Union européenne, en soi, n'est pas quelque chose d'infrangible. Elle n'est pas condamnée à grossir démesurément, elle peut de temps en temps, au contraire, s'amaigrir. On peut quitter l'Union européenne. Et donc c'est la seule leçon intéressante pour un nationaliste français. Si on arrive à aller au bout du Brexit, ça signifie qu'on aura prouvé, par les faits, que tout ce qui est fait pour nous empêcher de quitter l'Union européenne, et qui est fait pour que l'Union européenne grossisse démesurément et tende toujours plus vite vers un État fédéral au mépris de ce que les peuples peuvent en penser, ce sera la fin de l'illusion européenne, donc ça, de l'Union européenne. Donc ça, pour moi, c'est une bonne chose. Enfin, ma question, c'était plutôt de savoir si vous pensez que pour l'économie britannique, ça va être positif. Mais ça j'en sais rigoureusement rien. Voilà, on a. C'est trop tôt pour le savoir. Oui, c'est ça. Ça fait 2 ans. Donc là, ils sont censés être rentrés en récession. Voilà.
On avait promis à la Grèce qu'elle s'en sortirait, elle est dans une mouise noire. On avait dit au Portugal que le fait de mettre fin à la politique d'austérité portugaise allait les rendre terriblement pauvres. Ils font partie des économies les plus florissantes de la zone sud de l'Europe. Voilà, autrement dit, s'il y a une chose que nous apprend en fait l'histoire récente, c'est que les économistes ne pratiquent pas une science sérieuse. Voilà, c'est... Si vous avez d'autres questions, s'il y avait une statistique ou un article sur lequel je suis passé trop rapidement. Oui. Est-ce que vous n'avez pas oublié de nous donner une raison d'être optimiste un petit peu aujourd'hui? Mais Politique Magazine existe. C'est un truc absolument épatant. Non, mais il y a 1000 raisons d'être optimiste. Attendez, je m'étais fait un petit catalogue. Non, j'ai pas de raison. Enfin, d'un point de vue institutionnel, il n'y a rigoureusement aucune raison d'être optimiste. Voilà, la République gouverne mal, mais elle se défend bien. Tandis ce qui est en train d'arriver aux Gilets jaunes, la loi sur les manifestations, la loi sur les fake news, la confiscation absolue de la vie politique par les partis, c'est absolument à désespérer. Donc ça, c'est pas de ce côté-là qu'on peut rêver. Il y a par ailleurs donc cette incertitude économique qui pèse sur la France, le fait que les créations d'usines marque le pas, que la création d'emplois marque le pas, là aussi, c'est absolument pas satisfaisant. Quand en plus on parle de création d'emplois, on ne parle pas des conditions dans lesquelles ces emplois sont créés, c'est-à-dire on va de plus en plus vers des emplois non salariés, ce qui en soi n'est pas forcément un mal, le salariat étant plutôt un mal qu'autre chose. C'est une sécurité, mais c'est quand même horriblement contraignant. Il y a peut-être en plus, voilà, on vient d'apprendre que les insectes sont en train de disparaître et que d'ici 2070, il n'y en aura plus. Donc déjà, les oiseaux étaient déjà en train de mourir, mais là, on est à peu près certain qu'ils mourront tous. Donc il n'y aura plus de pollinisation. Donc avec un peu de chance, sans fleurs et sans fruits, nous allons tous mourir de faim. On sera condamné à bouffer des protéines de bœuf artificielles. Bah, bon, de ce côté-là aussi, il y a peu de raisons de se réjouir. La seule manière qu'on aurait d'avoir espoir dans le futur, c'est les petites expériences locales qui ont l'air de bien marcher. C'est-à-dire il y a certaines communes qui réussissent en fait à racheter des terrains et à les entretenir par elles-mêmes. Autrement dit, il y a des efforts de solidarité qui sont intéressants. Il y a une dizaine d'années, une commune française avait souscrit une mutuelle médicale pour l'ensemble des habitants de la commune, du coup permettant de donner accès à de meilleurs soins à l'ensemble des gens de la commune, mais en étant fait au niveau de la commune et pas à des niveaux supérieurs. Mais même ça, enfin, donc autrement dit, tous ces petits enracinements, tout ce qui permettrait de faire un peu refleurir les petites patries, ce sont des signes timides et qui sont intéressants. Sachant que, comme par ailleurs, on essaie de détruire les communes, que les intercommunalités permettent d'alourdir les coûts, mais non pas de les diminuer, en complexifiant les procédures sans pour autant redonner de l'autorité aux maires, même ça, c'est quelque chose qui est de l'ordre du vœu pieux. Bon, excusez-moi, enfin ce soir en tout cas je ne serai pas positif, mais voilà, mais le prince Jean, voilà, le prince Jean est maintenant comte de Paris, donc voilà, avec un peu de chance, voilà, il est jeune, il a mon âge, donc extrêmement jeune, et donc voilà, il pourra nous donner plusieurs raisons d'espérer. J'aurais une question à vous poser sur l'issue du grand débat. Vous n'avez pas parlé de la possibilité, de l'éventualité et presque de la certitude du référendum dont Macron va profiter évidemment pour essayer de se tirer d'affaire dans cette difficulté du grand débat. En réalité, il a déjà ces questions toutes préparées. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, ça, c'est l'éditorial d'Hilaire de Crémier dans Mars, dans Politique Magazine de Mars. Donc, voilà. Non, il est certain que le grand débat, de toute façon, Macron a expliqué que certaines questions n'y figureraient pas, qu'il écouterait tout, mais qu'il ne changerait pas de cap. Donc, autrement dit, le grand débat est d'ores et déjà, d'une part, l'occasion pour Emmanuel Macron d'avoir une campagne politique gratuite. Voilà. Donc, il y a 2 ou 3 personnes qui ont déjà déposé plainte. Le CSA a déjà répondu que le fait que le président de la République s'exprime lors d'un grand débat national ne pouvait absolument pas être considéré comme étant quelque chose de partisan, mais donc c'est pas grave. Donc Wauquiez vient lui-même de faire quelque chose. Il avait été précédé de quelques semaines par un élu de gauche dont j'ai oublié le nom. Donc le grand débat va se terminer en queue de poisson avec le président qui
nous sortira les solutions qu'il a déjà décidé de sortir, un peu comme le général de Gaulle sortait les questions auxquelles il avait décidé de répondre dans ses conférences de presse. Sur le référendum lui-même, là, il y a une certaine incertitude. Donc, certains sont pour, certains sont contre. Richard Ferrand, pour le pur plaisir du suspense sans doute, a expliqué qu'il n'y était pas favorable. En l'état, la valeur constitutionnelle du référendum paraît être très compliquée à établir. Et donc, même ce référendum qui serait censé répondre aux vœux des Gilets jaunes et de plusieurs personnes, Anne-Marie Le Pourrier avait signé une très belle chronique dans le Figaro sur la question. Après tout, le référendum est prévu dans la Constitution, même si les chefs d'État n'y font quasiment jamais appel. Même ce référendum sera plus un indicateur, une opinion exprimée, que quelque chose qui serait véritablement impérieux et qui permettrait de prendre une décision coercitive vis-à-vis des institutions, des gouvernants en place. Donc, même la question du référendum paraît être un simulacre de démocratie, plus qu'un véritable exercice démocratique. Donc, je suis désolé, vous qui êtes entrés dans cette salle, vous avez abandonné toutes espérances. Voilà. Je vais faire un peu un retour historique sur ma famille. Le grand-père en Bourgogne, il était paysan avec une dizaine d'hectares, pas plus. Et le soir, il faisait des fiches pour récupérer chez les paysans de différents villages alentours, pour récupérer de l'argent. Et il allait tous les vendredis à la caisse chirurgicale de Dijon, il apportait l'argent. Et quand il y avait un malade important, il venait récupérer les factures et il faisait de l'échange. C'était gratuit, hein, évidemment, c'était volontaire. Je crois qu'il faudrait qu'on revienne à des choses un peu ça, revenir, parce que 2% de paysans dans notre pays, la France, c'est absolument aberrant. C'est une aberration extraordinaire. Il en faudrait au moins 10 ou 20 au minimum. Et ça créerait du travail. Puis il y aurait des occupations, des choses comme ça. Bon, mais c'est un point de vue idiot, quoi, évidemment. Non, c'est un point de vue très pertinent. Et effectivement, les véritables emplois verts sont les emplois agricoles. D'un autre côté, depuis 20 ans, le nombre d'exploitations a diminué de moitié. Et tous les gouvernements, de droite comme de gauche, n'ont eu qu'une politique qui était celle du plus c'est gros, mieux c'est. Prétendument pour permettre à chaque exploitation de se donner les moyens en fait, financiers de la modernisation, de la mécanisation. Voilà. Donc il y a une révolution agricole qui sera intéressante à mener, effectivement, avec le retour des néo-ruraux à la terre, avec une inversion de l'exode rural, mais à condition que le foncier soit disponible. Or, le foncier est de moins en moins disponible. Il y a d'une part une spéculation foncière sur les terres viticoles comme sur les terres agricoles. Laurent Isard vient de sortir un très bon livre aux éditions de l'Artilleur, dont j'oublie le titre, mais dont je parlerai dans ma prochaine émission sur Radio Courtoisie. C'est publicitaire ce soir. Hein. Et donc sur la manière dont la France est peu à peu vendue. Et ces achats spéculatifs font en fait augmenter le prix du foncier. Donc le foncier est très difficile d'accès pour les jeunes agriculteurs. Et même le foncier est devenu très difficile à la transmission, puisque les frais de mutation deviennent hors de prix. Donc le retour à la terre, qui serait vraisemblablement une solution, y compris parce que ça redonnerait des grandes communes, donc du coup ça redonnerait du pouvoir aux communes, ça ferait en sorte que la périphérie redevienne rentable à équiper en services publics et soumis à, malgré tout, la mondialisation de l'agriculture. Voilà, vous avez aujourd'hui 4 modèles agricoles et le modèle de la petite exploitation familiale indépendante est en train de disparaître au profit des 3 autres qui, eux, sont beaucoup plus capitalistes. D'accord. Pardonnez-moi, mais c'était une bonne idée. C'est une question adjacente. Pourquoi les jardins potagers sont complètement abandonnés, finalement? J'ai observé ça dans la France paysanne. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui cultive son potager, que les vieux, et beaucoup de gens qui ne cultivent plus, la classe moyenne des 20-50 ans se moquent. Enfin, ils sont en friche. Alors je sais bien que c'est pas le fond du problème agricole, mais c'est quand même inquiétant. Cette désaffection pour
Alors, en fait, il y a plusieurs... sur les jardins potagers, il y a plusieurs choses qui se passent. Il y a la renaissance d'une agriculture urbaine, avec des petits jardins partagés en milieu urbain, qui sont d'ailleurs une invention des prêtres catholiques au 19e, les fameux jardins ouvriers, qui étaient périurbains, mais qui ont aussi été intra-urbains. Et donc là, il y a une petite renaissance du potager verger urbain, avec des fermes urbaines qui sont peu à peu en train de naître. Il y a toujours une exploitation des potagers pour ceux qui sont en fait qui en ont les moyens. Moi, dans mon pays, le cuisinier qui s'occupe de la résidence senior qui est à 30 km, quand il ne cuisine pas pour les vieux, est en train de s'occuper de son potager, et donc j'ai droit à des tomates. Parce que je le laisse chasser dans mon jardin, enfin bon, bref. Mais moi, justement, je n'ai pas de jardin potager, parce que je n'y suis pas tout le temps. Et en fait, on se rend compte que la plupart des gens qui habitent maintenant à la campagne, y compris donc les espaces dits ruraux, sont des gens qui ont un mouvement pendulaire de « je prends ma voiture le matin pour aller travailler à la ville et je reviens ». Et ce mouvement pendulaire les empêche en fait d'avoir une véritable exploitation quotidienne du potager. Donc il y a une diminution de la pratique potagère, mais juste parce qu'en fait ce sont de faux ruraux, ce sont des travailleurs urbains qui ensuite viennent en zone de couchage loisir, donc en milieu rural. On s'est rendu compte, par exemple, dans les espaces viticoles bourguignons, que plus il y avait de gens qui avaient ainsi ce côté pendulaire, moins il y avait de ruraux, plus les vignobles étaient mités, parce que les transmissions patrimoniales ne se faisaient plus de vigneron à vigneron, parce qu'en fait il y en avait de moins en moins, et qui de toute façon avaient ces problèmes de mutation, mais surtout que les gens n'avaient plus du tout l'idée d'entretenir un paysage collectif qui était le paysage de la vigne. Ils avaient juste l'idée de rentabiliser la baraque qu'ils avaient achetée, qui était une ancienne exploitation viticole, et donc de la vendre comme une datcha aux riches bourgeois lyonnais, qui eux-mêmes, du coup, font immédiatement respecter les interdictions d'utiliser des intrants chimiques à 50 mètres autour d'une habitation, ce qui fait qu'on se retrouve avec quelques hectares de vignes qu'on ne peut plus traiter. Ce qui est une bénédiction, parce que de toute façon le vin traité est un poison, enfin ça c'est une autre histoire. Et donc on se retrouve en fait avec des habitants en zone rurale qui en fait ne sont pas des ruraux. Donc, et c'est les rares jeunes de 10 à 20 ans ne vont plus dans les potagers, ne travaillent plus, ils n'ont plus le droit. Là, pour le coup... Ils ont le droit de cueillir des pommes, les jeunes, par exemple. Mais enfin, il n'y a plus de pommiers, surtout. Mais si, il n'y a plus de pommiers. Les 3/4 des pommiers ont été déplantés parce que l'Union européenne avait à un moment donné voté un truc pour qu'on déplante les pommiers. Et ensuite, elle a voté un truc pour qu'on replante les pommiers, mais du coup, c'est ces pommiers absolument immondes. Un vrai pommier, normalement, ça a un tronc, des branches, il y a des pommes rouges et des oiseaux. Et donc là, maintenant, on a des trucs en espalier avec les pommes qui commencent à pousser à 30 cm au-dessus des sols. Donc oui, c'est-à-dire, on peut toujours rentrer dans le champ du père Gustave et aller choper les pommes, mais on rentre pas dans le champ de Gustave Incorporated Family avec les 1500 pommiers sous gaz et avec les insecticides en train de pulser à travers les pulvérisateurs. Mais je suis pas certain qu'il y ait une volonté avérée de la part des ruraux d'avoir abandonné ça. Il y a une population qui a changé. Et il y a aussi le fait que maintenant, même les populations rurales sont obligées d'avoir 2 métiers. Le deuxième modèle agricole, indépendamment de la petite exploitation, en fait, qui n'a pas vocation à faire fructifier le capital, mais qui a juste vocation à transmettre le patrimoine, ce qui est une logique qui n'est pas du tout financière. Le deuxième modèle, c'est en fait le modèle de l'agriculture ultra spécialisée, qui est par exemple celui de ceux qui possèdent des fermes avicoles. Donc avant, j'étais un paysan, j'avais une basse-cour, je pouvais faire un peu d'élevage, je pouvais faire un peu de maraîchage, je pouvais faire un peu de céréales. Maintenant, je décide que en fait, j'ai 3000 poules sous hangar, ou j'ai 160 vaches en stabulation. 160 vaches en stabulation, ça ne me laisse pas du tout le temps de m'occuper d'un potager, ou au contraire, quand j'ai une ferme avicole, il y a le producteur de poussins me livre mes poussins, je fourre les poussins à l'intérieur du hangar. Le producteur de poulets vient faucher mes poulets, parce qu'il y a des machines qui les fauchent littéralement, ou vient ramasser les œufs, et en fait, je ne suis pas un agriculteur, je suis juste le concierge du hangar avicole. Donc là aussi, évidemment, les gens qui ont
réussi à développer ce rapport à l'agriculture ne sont pas enclins à cultiver. Mais voilà, fondamentalement, les gens qui habitent à la campagne et qui ont le temps ne seraient d'ailleurs que contraints par la nécessité de cultiver. Mais là, pour le coup, c'est effectivement, c'est quelque chose qui est perdu, c'est quelque chose qui est peut-être en train de revenir. Enfin là, je manque de précision là-dessus. Je suis capable de parler de tout, mais pas avec précision. Bon, eh bien écoutez, nous allons être à terme. Mais non, je vous en prie, que je dise quand même un mot. Il faut tout faire pour aider Philippe Ménard à... Vous l'avez écouté, je pense que vous avez été convaincu, à porter Politique Magazine au niveau où ce magazine mérite d'être. Et donc je vous demande de l'applaudir. Ah oui, la prochaine, oui, c'est vrai que je vous donne le 12 mars. Oui. Voilà, on vous l'a indiqué, le 12 mars, c'est ça. Le mardi 12 mars. Et nous aurons Hervé Juvin, le moment politique.